It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'épisode qui suit va être présenté par notre sponsor officiel, la boutique en ligne Délire Escalade. Donc, c'est vraiment pas une cachette pour tout le monde, mais ça fait déjà plus de 5 années, dans le fond, que je fais de l'escalade au gym Délire Escalade. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Délire Escalade, c'est pas juste un gym à Québec. En fait, c'est une boutique en ligne qui est, selon moi, une des plus grandes boutiques en ligne partout au Canada de stock d'escalade. Donc, que ce soit pour du bloc, du trad, du lead, de la glace, name it. En fait, ils ont tout ce que vous avez besoin pour tout ce qui est votre gear d'escalade. Donc, ils m'ont donné la chance de pouvoir vous donner justement un code promo que toutes les personnes, dans le fond, qui écoutent le show vont avoir droit au prix de quelqu'un qui est membre normalement chez Délire. Donc, un 10% de rabais sur tout le gear qui est en ligne. Donc, on fait de la livraison, que ce soit dans la province, au Canada, puis même à l'international pour certains produits. Donc, le lien pour pouvoir commander n'importe quelle pièce ou équipement d'escalade va être le suivant. Donc, boutique.delirescalade.com. Je répète, boutique.delirescalade.com. Puis, allez mettre votre code promo LVDG10 pour La Voix des Grimpeurs 10. LVDG10 pour avoir votre 10% de rabais promotionnel membre La Voix des Grimpeurs. Puis, quelque chose que je veux rajouter, c'est que Délire ont une politique d'accoter les prix. Donc, si vous êtes capable d'avoir un prix qui va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus bas que ce qu'il y a sur la boutique, Délire vont être capables d'accoter ce prix-là. Donc, ça en dit vraiment long sur la confiance que Délire Escalade a envers sa boutique en ligne, envers son inventaire, envers ses produits, puis envers la qualité de ce qu'ils sont capables d'offrir aux grimpeurs et aux grimpeuses au Canada. Donc, juste à nous montrer une preuve, mais ils sont capables d'accoter ces prix-là. Donc, La Voix des Grimpeurs 10, LVDG 10 pour un 10% de rabais. Un des plus grands inventaires de chaussons, d'équipements d'escalade au Canada. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour le sponsorship. Puis, on se retrouve de l'autre côté pour notre épisode d'aujourd'hui. Donc, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre sponsor officiel, Offsite. Honnêtement, moi, pour parler d'une expérience personnelle, si j'habitais à Montréal, c'est certain à 100% que je m'entraînerais à Offsite. La raison est quand même assez simple, c'est que je suis quelqu'un qui veut performer pour l'extérieur. Je suis quelqu'un qui, en tout cas, si vous avez écouté une couple de mes podcasts, qui est fixé sur l'entraînement, qui veut toujours s'améliorer. Puis ce gym-là, en fait, à Montréal, est un gym qui est axé sur la performance et sur l'entraînement en escalade, la progression, dans le fond. Ce qui est le fun avec Offsite, c'est qu'ils ont des coachs à l'interne qui font du coaching en présentiel. Donc, que ce soit pour les performances mentales, que ce soit pour les performances physiques, que ce soit pour les tactiques sur le mur, ils vont vraiment pouvoir regarder tous les micro-détails que les jeunes grimpeurs ou même les grimpeurs expérimentés connaissent pas par rapport à l'escalade. Donc, honnêtement, si vous voulez vous entraîner puis si vous voulez progresser en escalade, aller chez Offsite, ce serait le meilleur move que vous pourriez faire. Le gym est ouvert de 5h du matin jusqu'à minuit le soir. Puis ils ont plusieurs boards d'entraînement que c'est pas tous les gyms qui ont accès. Donc, que ce soit le Tension Board, que ce soit un des plus grands spray wall au Canada. Fait allez voir sur leur page Instagram ou sur leur site web, c'est énorme ce qu'ils ont aménagé en termes d'équipement, d'entraînement, d'escalade. Le Grasshopper Board aussi, ils ont une salle de bloc qui est setée justement pour pouvoir performer, surtout en extérieur. Donc, go take a look. Puis, bon épisode. Good! Donc, bon matin à tous sur cet bel épisode de La Voix des Grimpeurs. Comme je dis toujours, en fait, le podcast a pour but de vraiment rassembler la communauté de grimpe francophone sur la planète.
Elle a aussi d'éduquer un maximum de personnes par rapport à plusieurs sujets qui sont reliés de près ou de loin à l'escalade de roche. Puis aussi d'inspirer un maximum de personnes par rapport à notre magnifique sport qui est en expansion, qui est l'escalade. Puis, comme je répète à chaque début d'épisode, si vous ne l'avez pas fait, ça nous aide énormément si vous êtes capable de mettre un 5 étoiles, juste si vous aimez le contenu qu'on fait sur les balados-diffusions, donc que ce soit Spotify, Apple Podcasts ou sur YouTube. Ça nous aide énormément à faire connaître le sport puis à permettre à la communauté de grandir. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, on a Céline Eke qui est avec nous en fait pour nous parler de son étude qu'elle est en train de faire, d'un sujet en fait qui peut être controversé parfois dépendamment de plusieurs sujets par rapport à ça, mais qui est la dynamique de genre en escalade. Donc, elle va pouvoir un petit peu nous expliquer comment elle fait son étude, comment aussi ça se passe aussi à travers son doctorat qui est à McGill, à l'Université de McGill à Montréal. Puis, écoute, je suis vraiment content que tu puisses être là avec nous autres aujourd'hui. Moi aussi, je suis vraiment contente. Oui, puis Oui. c'est vraiment hot parce que à la base, dans le fond, j'ai lu ton article qui a passé à la presse il y a... Lisez-le pas. Lisez-le pas? OK. Oui, lisez-le pas, les gens. Lisez l'autre, d'abord. L'autre... Ben, j'ai écrit un brouillon d'articles scientifiques que j'ai mis en ligne sur Academia s'il y a des gens qui sont intéressés à lire de la sociologie, mais c'est pas vulgarisé, effectivement. OK. Parfait. Ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, justement, je voulais... Puis un article scientifique, c'est 21 pages, donc il faut avoir du temps. OK. En fait, tu as un article de 21 pages Je présente mes résultats de recherche. OK. Ouais. Cool. Je pensais que c'était ça que tu avais lu, mais tu pourras aller lire Non, après. je vais aller lire. Moi, j'ai lu, dans le fond, le très abrégé de comme Oui. une page et demie, 2 pages, dans le fond, de ouais. la presse. Mais c'est sûr que je vais aller pas l'écouter, mais le lire. Puis, c'est drôle parce que c'est ça, je voulais venir te parler quand j'ai vu ton article sur la presse. Puis finalement, ben, c'est toi qui es venu me parler pour me dire que justement, tu voulais qu'on parle de ça. Puis je pense que ça a tellement sa place en escalade de parler de la dynamique de genre entre masculin et féminin. Ouais. Je trouve que l'escalade, c'est un sport que autant l'homme et la femme peuvent pratiquer, que des filles qui sont vraiment meilleures que des gars, il y a des dynamiques qui sont différentes qu'on ne retrouve pas nécessairement dans tous les sports. T'sais, mettons au football américain ou mettons au basket, c'est rare que le gars et la femme peuvent partager le même sport puis l'apprécier autant, si on veut, qu'à travers l'escalade. Ouais. Puis, en fait, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peux-tu me parler de toi? Dans le fond, comment tu as commencé l'escalade? Ça fait combien de temps que tu fais de l'escalade? Oui. Puis peut-être même parler un petit peu de la dynamique justement homme-femme que toi tu as vécu peut-être aussi à travers le temps. Moi, dans le fond, j'ai émigré à Val-David quand j'avais 9 ans, donc de France. Et j'habitais vraiment en avant du Mont-Condor, sur anciennement la rue Lafleur. Je pense que ça a changé de nom, mais bon, avant ça s'appelait la rue Lafleur. C'était avant que le parc, ça soit le parc du Frein. Là, c'était juste le Mont-Condor, il n'y avait pas de parc. Puis, ironiquement, j'ai pas fait... Je pense que j'étais allée une journée en escalade avec une amie, mais je devais avoir comme, je sais pas, 13 ans. J'avais pas eu de déclic, mais quand je suis allée au cégep, j'ai fait... Comme cours d'éducation physique, j'ai fait introduction au plein air. Puis là, j'ai décidé de m'inscrire au club d'escalade de mon cégep. Quand je suis allée au cégep, je me suis inscrite à un cours d'initiation au plein air et dans lequel on apprenait comment à assurer puis à grimper dans un petit mur intérieur. Puis, j'ai décidé de m'inscrire au club d'escalade du cégep. Et l'été d'après, donc j'ai passé l'été chez mes parents à Val-David. Et là, j'ai rencontré un gars, classique, qui était aussi débutant en escalade, mais quelqu'un lui avait montré à faire genre un rappel puis à poser un relais en moulinette. Puis à Val-David, il y a plein de moulinettes. Il y a plein d'accès à moulinette. Fait qu'on a passé l'été puis l'automne à faire de la moulinette. Puis après, j'ai déménagé à Sherbrooke pour mes études. Puis je faisais de l'escalade à l'intérieur, mais en fait, à l'époque, là, parce que je vais révéler mon âge, donc à l'époque,
À Ça, l'époque. Oui, ça fait longtemps, entre 2006 et 2009 que j'étais à Sherbrooke, ben, il n'y avait pas de gym d'escalade, puis il y avait aussi presque personne qui faisait d'escalade, donc j'avais pas été capable de me réseauter avec des grimpeurs et grimpeuses d'extérieur. Fait que je pense que j'étais allée une fois dans tout mon bac faire de l'escalade dehors parce que à un moment donné, j'ai fini par trouver un dude qui avait un char puis qui voulait faire ça. Puis là, j'avais imprimé le topo sur Docteur Topo. Puis là, on est allé le classique Docteur Topo. On était allé au lac La Rouge, c'est c'était bon, ça, horrible, c'était plein de mousse. Ça nous avait pris full de temps comprendre. Puis au bout d'un moment, c'était comme trop hostile, en fait, là, comme environnement. En plus, c'était un programme coop. Moi, je partais à l'étranger une session sur 2, puis là, je progressais jamais. Puis, tu sais, c'était les murs poches de l'université puis du cégep. Fait que j'ai fini par juste arrêter. Puis en 2018, je me cherchais des hobbies, là. Je trouvais que ma vie manquait de... Fait que t'as comme eu un arrêt d'escalade de très longtemps, 4-5 ans, Ah genre, non, c'est plus même... que ça. J'ai peut-être comme 8 ans. OK. Ouais. Puis dans le fond, en 2018, j'ai dit à mon ami, hey, on dirait que j'aimerais ça recommencer, voir. Puis là, du jour au lendemain, 3 fois par semaine, sans m'arrêter à moins d'être blessée. OK. D'ailleurs, oui, c'est ça, Julien, à un moment donné, t'es tanné de me T'es allé OK, vous connaissiez. Oui, parce que c'est ça, au début, j'ai été souvent blessée. Là. Ben, je pense quand t'as déjà un petit peu de technique, puis t'as pas nécessairement comme les muscles et les tendons, là, c'est sûr que c'est pas... Tu vas progresser trop vite par rapport à ce que ton corps peut prendre. Là. Fait qu'au début, j'étais chroniquement blessée, mais sinon, j'étais vraiment folle. En fait, je suis comme devenue folle ce jour-là, honnêtement. C'est beaucoup de personnes, Puis d'ailleurs, c'est ça, quand je donne des conférences... c'est à des sociologues puis que j'explique que l'escalade, on dit qu'en anglais, c'est un lifestyle sport, c'est un sport de mode de vie. Je dis que les gens réorganisent toute leur vie autour du sport. Ils réorganisent comme leur temps libre, leur budget, leur sort social, où est-ce qu'ils habitent, le temps de travail. Il y en a qui vont essayer de travailler à temps partiel ou avoir des jobs saisonnières. Exactement. Puis là, je dis en joke, il y a même des gens qui vont jusqu'à changer leur sujet de thèse pour pouvoir faire plus d'escalade. Et toi? Et moi, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai fait des demandes de bourse pour un projet de thèse là, complètement inoriginal, là, pour vrai, sur le travail domestique puis les mesures d'austérité. C'était gênant tellement c'était pas original. Puis là, j'ai commencé à faire de l'escalade. Puis là, j'étais comme... j'ai une bonne idée. Je vais faire mon doctorat là-dessus. Mais au début, c'était comme une joke, en fait. Là, au début, j'ai fait c'est la première fois que je prenais un cours de méthode qualitative. Puis là, je découvrais c'était quoi l'ethnographie. Puis j'étais comme, c'est donc ben hot, l'ethnographie. Puis j'ai aussi, au moment où je recommençais à grimper à l'intérieur, et je suis allée pour la première fois au Block Shop. Puis là, tu sais, si t'es déjà allé au Block Shop, je suis déjà allé. Que c'est un endroit un peu particulier. Tu sais, il y a une vibe comme cool, urbaine. Tu vois qu'il y a comme... C'est très crowded aussi, hein, surtout le soir, en tout cas. Là. Oui, puis tu sais, il y a comme un style vestimentaire, il y a comme une façon de s'exprimer. Mettons, tu vois qu'il y a des codes culturels qui sont propres à cet espace-là. Fait que, tu sais, moi, j'avais comme, mis les deux ensemble, puis au début, je disais complètement joke que j'allais faire une ethnographie du Block Shop pour mon doctorat, puis, tu sais, j'ai fini par faire un travail de session sur ça parce que ça marchait pas avec mon sujet de thèse de faire un travail de session en métaux-quali parce que moi, j'étais supposée de faire quelque chose en méthode quantitative. Fait que je me suis dit, pour le fun, je vais m'offrir ce petit cadeau-là, je vais faire un travail de session qui n'a pas rapport avec mon doctorat. Puis là, finalement, de fil en aiguille, je découvre qu'il y a tout un champ de recherche vraiment sérieux sur le genre et les sports de mode de vie. Fait que je commande un livre qui s'appelle... c'est quelque chose du genre Masculinities and Extreme Sports. Je me rappelle pas du titre exact, honnêtement, mais c'est une autre sociologue qui a fait sa thèse. Elle, c'est en Angleterre, sur c'est la masculinité puis l'escalade. Fait que là, ça a vraiment comme ouvert, ça a fait sauter une digue. J'étais comme, oh my God, tellement plus intéressant c'est clair. que de passer des années dans des logiciels d'analyse statistique avec... en tout cas, fait que j'ai fait le grand switch finalement. J'ai fait plus d'escalade, effectivement, ça a bien marché. Puis là, maintenant, t'es en 2024. Ton doctorat, là, dans le fond, là, est-ce que tu es encore là-dedans présentement? T'en es rendu où par rapport à toute l'étude? Dans le fond, j'ai fait... Je pourrais dire que j'ai
j'ai pas mal fini ma prise de données. J'ai pas besoin de plus de données. Tu sais, je vais peut-être faire comme 1 ou 2 entrevues complémentaires. Tu sais, j'ai assez de données pour un doctorat. Je veux pas dire que j'ai tout compris, là. Probablement que, tu sais, je pourrais comme raffiner à l'infini ma compréhension de cet univers-là, mais en méthode qualitative, on dit que tu es censé comme ressentir et observer une certaine saturation, c'est-à-dire que dans le fond, en méthode qualitative, tu cherches des patterns dans tes observations puis ce que les gens te disent. Tu utilises un logiciel, dans le fond, pour chercher des patterns. Puis au bout d'un moment, dans le fond, moi, j'analyse mes données. Tu sais, je fais des rondes d'analyse. Fait que, mettons, je fais 5 entrevues, je fais une ronde d'analyse, puis là, je commence à chercher les patterns. Puis là, je rajoute 5 autres entrevues que je fais après. Puis là, après ça, je rajoute comme 2 mois d'observation participante. Puis au bout d'un moment, ben il y a de moins en moins de nouveaux patterns. Ou, tu sais, ça fait juste confirmer comme de plus en plus des patterns. Fait que ça, ce sentiment de saturation, je l'ai vécu. Dans le fond, la dernière fois que j'étais allée faire de la prise de données, je voyais que je réobservais beaucoup des mêmes choses. C'est comme la confirmation des patterns que tu avais déjà vus dans le passé. À un moment donné, c'est sûr qu'il y aura toujours des exceptions, là, mais mettons, les grands patterns, ils commencent à se répéter. Fait que tu dis, bon, ce milieu-là, dans grosso modo, je commence à l'avoir comme saisi d'une certaine façon. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, quand tu fais tes interviews avec des gens, tu sais, par rapport à la dynamique, justement, des genres en escalade, ça ressemblait à quoi? Les questions que tu pouvais poser pour, après ça, essayer d'établir des patterns puis des statistiques par rapport à ça? Bien, je fais pas de statistiques parce que je suis en méthode qualitative. Les statistiques, c'est vraiment les méthodes quantitatives. Fait que moi, je leur demande, grosso modo, comment est-ce qu'ils ont commencé à grimper. Fait que moi, je veux savoir c'est qui les a introduits, initiés, en fait, en bon français, à l'univers de l'escalade. Je leur demande, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont trouvé difficile, qu'est-ce qu'ils ont trouvé facile. Je leur demande, en fait, j'ai rapidement remarqué, ça, c'était pas une question que je posais au début, mais la centralité, en fait, des relations hétérosexuelles pour les femmes, dans leur expérience de l'escalade. Fait que je leur demande s'ils ont déjà eu des relations romantiques. Là, je présume pas qu'ils sont hétérosexuels. Là, je leur demande en général s'ils ont déjà eu des relations romantiques avec d'autres grimpeuses, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble, s'ils ont déjà fait des voyages d'escalade, qui faisait quoi. Je leur pose aussi des questions sur leurs ambitions de vie. Si, mettons, pour eux, c'est est-ce qu'ils comptent avoir une famille, une carrière, etc. Donc, c'est à peu près ça. On dirait que je l'ai plus sur le bout des doigts, mais... mais c'est vraiment intéressant, ça. C'est vraiment hot. Moi, ça a été vraiment comme une révélation, en fait, les méthodes qualitatives. Vraiment. L'ethnographie en particulier, là, ça m'arrive souvent... Dans le fond, les ethnographes vont la plupart du temps aussi faire des entrevues, mais il y a des gens qui font des études où ils ont juste des entrevues. Souvent, en fait, ça dépend c'est quoi ta question de recherche, mais c'est des qualités qui sont des données qui sont de plus faible qualité. Les entrevues, c'est bon pour connaître le passé des gens parce que tu peux pas l'observer, ce qui se passe dans la sphère intime que tu peux pas observer, savoir comment ils se représentent les choses dans leur tête, mettons, c'est quoi les émotions qu'ils vivent. Mais si tu leur demandes qu'est-ce qu'ils font, en fait, c'est mieux de l'observer. C'est une donnée qui va être de meilleure qualité de l'observer directement, mais après, des fois, c'est limité. Je peux pas observer. C'est ça. Donc, je vais utiliser ce qu'ils me rapportent qu'ils ont fait comme proxy pour qu'est-ce qu'ils font, mais si je peux l'observer, c'est une donnée de meilleure qualité. Fait que des fois, je lis d'autres recherches qui ont... par exemple, l'autre sociologue qui a fait sa thèse sur la masculinité puis l'escalade, elle a juste fait des entrevues. Fait que ça fait que, globalement, sa recherche est moins solide au niveau de la qualité des données. Je comprends. Puis, après avoir vu puis pris toutes ces données-là puis ces entrevues-là, est-ce que tu as des patterns c'est sûr qu'il y en a, là, mais... OK, mais donc parlons des patterns. Je pourrais pas graduer si j'avais pas trouvé de pattern. Il faudrait que j'abandonne mon doctorat. Parlons de ça. Dans le fond, des patterns, c'est quoi que tu as remarqué? Je sais pas, il y en a combien, etc., mais c'est quoi que tu as remarqué principalement par rapport à ça? Je dirais que ce qui est d'intérêt... Tu sais, je vais parler de ce qui est d'intérêt, selon moi, pour des grimpeurs et grimpeuses, là, pas pour des sociologues, mais, tu sais, dans le fond...
sais, le résultat principal, dans le fond, c'est la centralité de la relation hétérosexuelle. C'est elle qui structure les relations de genre en escalade. OK. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans le fond, la plupart des femmes sont introduites à l'escalade par un homme, soit qui est leur petit ami, ou qui est quelqu'un qui cherche à les séduire. Une fréquentation ou quelqu'un qui vont... Oui, ou juste quelqu'un qui s'intéresse de façon comme romantique ou sexuelle à elle. Ça veut pas dire qu'elles sont intéressées en retour, mais c'est ça, leur porte d'entrée, c'est l'hétérosexualité, que ce soit un intérêt hétérosexuel ou une relation hétérosexuelle. Même celles qui sont pas introduites, par exemple, qui sont pas initiées de zéro, là, qui faisaient déjà de l'escalade, c'est très fréquent qu'elles vont passer à un niveau supérieur d'escalade. Par exemple, quelqu'un qui faisait... Ben, supérieur. Qui vont grimper plus, par exemple. Non, là, mettons, je dis de mon point de vue de grimpeuse de bois, mais c'est peut-être pas supérieur, mais qui vont comme unlock des nouveaux skills. Par exemple, une grimpeuse qui faisait principalement du bloc va être initiée à l'escalade de voie par un petit ami. Ou une grimpeuse qui était une grimpeuse de sport va être initiée au trad. Ou une fille qui faisait faire plus de blocs, par exemple. Ou, mettons, quelqu'un qui ferait plus du sport va être introduit à faire plus de blocs, mettons, avec son moi, je ne l'ai pas vu dans ce sens-là. En fait, parce que moi, j'ai étudié l'escalade de voie. Et, dans le fond, ce qui est intéressant de l'escalade de voie, dans le fond, pour une sociologue, c'est qu'il y a beaucoup de... Ça se fait à deux. Il n'y a pas de bons mots en français pour ça, mais il y a beaucoup de gatekeeping dû, dans le fond, au fait que tu peux pas... Tu es très dépendant d'un mentor ou d'une mentor pour rentrer dans cet univers-là. Même si tu vas prendre un cours, mettons, c'est touché après ça. Il y en a qui le font, tu sais, mais de juste aller grimper de même. D'habitude, dans un cours, t'es comme, t'es souvent saturé d'informations, puis là, tu te sens un peu dépassé par tout ce que tu apprends. Fait que souvent, tu as besoin d'être avec quelqu'un de plus expérimenté qui va valider tes manies pour les premières fois. Fait que tu es très dépendant de la bonne volonté de quelqu'un d'autre pour pouvoir pratiquer le sport. Puis ça, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de dynamiques sociales qui sont observables. Contrairement... Alors, je connais pas trop l'univers du bloc. Donc, en voie, ce que moi j'observe, c'est que les hommes arrivent à se positionner comme les détenteurs de la connaissance. Qui vont transmettre ou pas aux femmes, notamment qui veulent rentrer dans cet univers-là, et à d'autres hommes débutants, évidemment. Et donc, c'est ça qui va faire que les hommes vont donc mentorer des femmes qui sont soit débutantes ou juste moins expérimentées ou qui ont moins de connaissances. Donc, une grimpeuse de sport qui est introduite au trad ou une grimpeuse qui faisait déjà du trad, mais qui ne faisait pas, par exemple, des big walls. Donc, c'est très, très fréquent que les femmes vont passer à un niveau que moi, j'appelle supérieur, mais plus avancé, disons, au niveau des connaissances techniques en escalade grâce à une relation hétérosexuelle. Ah ouais, puis l'inverse est plus rare, si je comprends bien. T'as-tu des chiffres? J'ai pas de chiffres. Les méthodes, c'est ça, les méthodes qualitatives. Oui, excuse-moi. c'est pas, je vais jamais m'exprimer en termes de pourcentage, mais là, tu vois, je suis même pas capable de penser à un cas. Je pense que j'ai pas été capable de trouver de cas de femmes qui auraient mentoré un autre homme que j'ai été capable d'interviewer. Dans le fond, c'est tellement rare. Dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. OK. Aïe, donc, moi, je suis vraiment... je suis surpris. Ah oui? Oui, je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant tranché que ça. Oui. En fait, donc, j'ai déjà vu une fille... J'étais pas sur le terrain. J'étais juste en train de grimper pour moi-même. Puis c'était au tout début de mon doctorat. Je suis même pas sûre que j'avais commencé officiellement encore, mais je savais que je voulais faire cette recherche-là, mettons. Il y avait une fille qui était en train d'initier son chum. Mais honnêtement, c'est ça. Donc, elle, tu sais, je ne l'ai pas interviewée, puis parce que des années plus tard, tu sais, j'ai fait mon terrain officiellement, j'aurais pu... Bref. Mais elle ne le prenait pas en charge comme les hommes prennent en charge leur petite amie femme, tu sais, quand ils vont l'initier à l'escalade, parce que j'ai souvenir qu'ils ont... Belle sur une voie, là, je sais pas comment on dit en bon français. Ils ont comme abandonné une voie, puis ils ont laissé leur dégaine.
Puis là, ils m'ont demandé si je pouvais leur prêter une dégaine alpine, puis c'est lui qui est allé finalement. OK. Alors que, tu sais, les hommes, quand ils initient des femmes, tu sais, s'il se passe quelque chose dans ce genre-là, souvent, c'est eux qui vont être en charge. Mettons qu'il y a de la peur ou qu'il y a du risque ou il y a une difficulté, c'est eux qui sont comme en charge de récupérer le matériel, tu sais. Fait que lui, même s'il était débutant, tu sais, elle n'allait pas le prendre en charge, genre, OK, je m'en occupe, je vais aller chercher tes dégaines, tu sais, il y avait... Fait que c'est quand même différent de la relation de mentorat que j'observe quand c'est l'homme qui mentore. OK. Déjà ça. Ensuite, j'ai trouvé un cas de couple où l'homme faisait des codes plus difficiles, mais la femme, dans le fond, est guide d'escalade de glace, fait qu'elle a beaucoup plus d'expérience technique, donc elle l'a un peu mentoré sur les techniques de multi-pitch. OK. Il y a eu ça. Je dirais que c'est la seule exception auquel je peux penser rapidement, là, où il y a du mentorat féminin. OK. En fait, ça a pris du temps avant que je comprenne, mettons, comment fonctionnent les hiérarchies de statut en escalade, puis que, ultimement, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ton statut dans la communauté d'escalade, tu sais, à quel point tu grimpes fort, à quel point tu as des connaissances. C'est vrai. Puis ton authenticité de grimpeur, à quel point tu fais de l'extérieur puis tu voyages. Wow, c'est vrai, ça. C'est fou, hein? Puis, dans le fond, ultimement, ce qui est en dernier recours, là, mettons qu'il y a quelqu'un qui grimpe très fort puis quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, les connaissances l'emportent sur grimper fort. Puis toi, t'as fait un genre de petite charte, typologie, là, si on veut. Là, une petite typologie de ce qui contribue, mettons, à ton statut social dans la communauté. Là. Ben, typologie, juste déterminer c'est quoi les facteurs. Mais, dans le fond, j'avais pas bien compris, je pense, pendant longtemps, tu sais, que c'était plus important, ça te positionnait plus haut quand tu avais plus de connaissances par rapport à quelqu'un qui grimpe plus fort. Ah ouais, Donc, au début, quand j'ai voulu interviewer des couples que j'avais ciblés comme non conventionnels parce que les femmes grimpaient plus fort, en fait, ça a été mes entrevues les plus difficiles parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ces couples-là, ils n'étaient pas non conventionnels, même si les femmes grimpaient plus fort. Parce que, ultimement, c'était quand même les hommes qui étaient en charge. Donc, c'était eux qui leadaient plus ou qui allaient comme... c'est ça, être en charge d'aller récupérer le matériel, mettons, s'il y avait de la peur, puis de rassurer, puis de... fait que ça a été j'ai trouvé ça vraiment difficile d'entendre ces récits-là. J'ai trouvé ça difficile, Ah ouais, puis est-ce que tu dirais que, tu sais, là, on prend l'escalade en général, mais est-ce que tu penses que ces dynamiques-là se retrouvent aussi en général dans la vie, dehors du sport de l'escalade? Ben oui, sinon ma recherche aurait pas d'intérêt. C'est ça. En fait, ça serait juste intéressant pour des grimpeurs, mais tu sais, les sociologues seraient comme, ben, on s'en fout, nous, de l'escalade. Pourquoi tu nous racontes ça? Oui, dans le fond, un doctorat, ben, en méthode qualitative, là, je veux pas parler pour tous les doctorats, mais dans le fond, c'est une longue quête de figure out de quoi ton cas est-il le cas. OK. Fait que moi, ça fait plusieurs années que j'ai l'impression que je suis comme enfermée dans une pièce noire, puis qu'à tâtons, je suis comme, OK, là, il y a genre un robinet, puis là, ici, il y a une porte. Puis dans quelle pièce est-ce que je suis? Puis là, je viens de comprendre que de quoi mon cas est-il le cas? Dans le fond, c'est le rôle de l'hétérosexualité dans les hiérarchies genrées. Fait que, oui, tu sais, cette dynamique-là, mettons, de prise en charge... Puis, en fait, elle existe dans plein d'autres aspects de la vie des non-grimpeurs. Là. Par exemple, là, moi, je viens de déménager. Je viens d'acheter un condo. Et quand je l'ai visité, c'était la femme qui était là. Donc, moi, j'identifiais cette femme-là comme la propriétaire. Mais quand on est passé chez le notaire, c'était vraiment, dans le fond, l'homme qui s'adressait à moi. Et... c'est avec qui j'ai changé les coordonnées et maintenant à qui je m'adresse pour si j'ai des questions ou il y a des trucs que je comprends pas. Il y a des exemples vraiment banals auxquels on peut penser, mais moi, j'ai souvenir très clair, mettons que quand j'habitais chez mes parents et même après, dans le fond, ma mère avait une voiture puis mon ex-beau-père avait une voiture, mais si ils allaient quelque part ensemble, il prenait sa voiture, puis c'était lui qui conduisait. Exact. Je pense souvent à la métaphore du conducteur puis du passager quand je regarde les dynamiques de genre en escalade. Ça arrive vraiment souvent, en fait, que les femmes soient plus passagères.
Ouais. OK. Puis est-ce que tu dirais que c'est juste un fait qui est accepté? Tu sais, dans le fond, est-ce que c'est correct selon toi? Est-ce que c'est un commun accord? Ou est-ce que ça a tout le temps été comme ça? Fait que ça doit continuer à être comme ça. Je sais pas si tu comprends un petit peu la façon dont... Ben, je pense que c'est... Alors, je pense pas que, vu que les gens, leur job, c'est pas de chercher des patterns. C'est ça, ils font juste le vivre. Ben oui, ils font juste le vivre, puis que c'est vécu comme quelque chose qui adonne juste dans leur couple. Ouais. Que ça adonne dans leur couple, que c'est comme ça que le gars a plus d'expérience qu'elle, et donc, évidemment, c'est normal s'il lead plus au sens de l'escalade, puis au sens plus large là, de décider où est-ce qu'on va, puis qu'est-ce qu'on fait. De la même façon que, tu sais, j'ai beaucoup de gens que j'ai interviewés ou à qui j'ai jasé dans la vie en général, pas nécessairement pour mon doctorat, tu sais, qui vont présenter le fait que dans leur couple hétérosexuel, les femmes vont dire « Ah, ben c'est moi qui cuisine parce que moi, j'aime cuisiner. » Puis mon chum, lui, non. Donc, c'est juste vécu comme un hasard, tu sais, alors que finalement, ben, tu sais, pas dans tous les couples, mais dans une majorité de couples hétérosexuels, c'est des femmes qui cuisinent, tu sais, à un moment donné, il y a un pattern qui est social, tu sais. Exact. Mais moi, en fait, ce que je veux, on pourrait dire, dénoncer, entre guillemets, ou ce sur quoi je veux attirer l'attention des gens, dans le fond, c'est que ce qui est, dans le fond, dans les conventions actuelles de l'hétérosexualité, ce qui est valorisé, c'est la supériorité masculine. Fait que les femmes sont attirées par des hommes qui les dépassent, qui ont un statut social supérieur. Donc, en escalade, ça va être un homme qui grimpe plus fort que toi ou qui a une meilleure tête de lead que toi, tu sais, parce qu'il y a des meilleure femmes... connaissance technique, meilleure ci, meilleure... Oui, exactement. OK. Dans mon milieu académique, ça va être un homme qui est plus... ben, les deux, c'est mes milieux, là, mais dans mon autre milieu. Un homme qui est plus diplômé, qui a plus de connaissances, qui est plus à map que toi. Puis, tu sais, on le voit... tu sais, en général, tu sais, des hommes qui gagnent plus d'argent, qui ont des postes de pouvoir. L'admiration, en guillemets. Ouais. Et ça, c'est vécu comme quelque chose, tu sais, qu'on peut pas questionner, dans le fond, tu sais, qui est comme quasiment comme instinctif, tu sais. Que c'est quelque chose qui est inexplicable, que tu vis comme une espèce de pulsion naturelle et donc que tu ne peux pas questionner ou politiser, tu sais, comme si quasiment c'était animal et contre toi. Et à l'inverse, tu sais, les hommes, puis ça, dans le fond, il y a une journaliste, je pense qu'elle est belge ou suisse, ou en tout cas, elle n'est pas française, Mona Chollet, qui est comme très connue et aimée des féministes, qui a écrit un livre qui s'appelle « Réinventer l'amour dans lequel elle dénonce beaucoup le fait qu'on érotise l'infériorité féminine. Mais moi, en fait, c'est pas tellement ça qui ressort fort de mes données, c'est vraiment le fait qu'on érotise ou romantise, là, je sais pas comment on dit, la supériorité masculine, mais c'est sûr que l'inverse se passe aussi, dans le sens que, tu sais, sur mon terrain, c'est arrivé, par exemple, tu sais, qu'il y ait un homme qui me dise moi, j'aime les jeunes femmes asiatiques, puis, tu sais, ça me tente pas de questionner ça, tu sais. Comme si c'était dans son ADN, là. Exact. Puis qu'il pouvait pas... qu'il était pas pour commencer à se demander comment ça que moi, j'aime les jeunes asiatiques, tu sais. Oui, tu peux te le demander. Tu peux. On peut questionner les normes, tu sais. En fait, c'est pas... Donc, c'est ça. Moi, je travaille, dans le fond, c'est ça que je me rends compte après plusieurs années à errer, tu sais. Je travaille sur ce que j'appelle la face interne de l'hétéronormativité. Fait que quand on pense à l'hétéronormativité, normalement, on pense au fait que ce qui est normal, c'est d'être hétéro, contre ce qui serait anormal, c'est d'être, par exemple, bisexuel ou homosexuel. Mais, fait que l'hétéronormativité, c'est pas juste de rendre... C'est de repousser, dans le fond, les non-hétéros, mais c'est aussi une façon normale de vivre pour les hétéros. La façon normale de vivre pour les hétéros, à l'heure actuelle, c'est dans une asymétrie qui favorise les hommes. C'est à la fois vécu comme normal par les femmes qui sont attirées et qui célèbrent la supériorité masculine et vécu comme normal par les hommes. Moi, je dirais pas que les hommes, j'ai pas observé que les hommes aimaient des femmes qui leur soient inférieures. Là. Je pense pas que
c'est comme... mais c'est plus qu'ils se sentent pas séduisants s'ils sont pas capables de démontrer leur supériorité. Ils pensent qu'ils vont pas être attirants s'ils dépassent pas les femmes qui les intéressent. Ouais, c'est clair. Puis, en tout cas, je vais pas te couper. Là, non, vas-y, j'ai tellement parlé. Non, ben, c'est bien correct. Puis, je suis sûr que tu peux parler de même pendant des heures. C'est fucking intéressant. Ben oui. Puis, parce que, tu sais, en tout cas, j'ai l'impression que les hommes, en général, dans la vie, tu sais, on va se caractériser beaucoup par nos réussites, tu sais, par nos... tu sais, mettons, le gars qui fait le plus d'argent, ou le gars qui... Alors que les femmes vont peut-être, en tout cas, peut-être en général, vont moins se caractériser par leur réussite, mettons, monétaire, ou je suis la personne la plus en forme, ou la personne... J'ai l'impression que... Je sais pas si c'est biologique. Peut-être que tu pourrais m'en parler. Tu dis pas ça à la bonne personne. Mais... non, ben, tu sais, moi, je suis pas... mais j'ai l'impression qu'on se définit différemment. Puis peut-être qu'après ça, la définition qu'on se fait... Puis est-ce que cette définition-là est juste imprégnée dans notre tête depuis des années, puis que, justement, c'est rendu une norme sociale, comme tu dis, que c'est pour ça qu'on s'identifie comme ça, mais... En tout cas, je suis décousu dans ma manière de m'exprimer, mais je sais pas si tu comprends un petit peu ce que je veux dire. Oui, j'ai très bien compris ce que tu as dit. Dans le fond, tu sais, je veux dire, tu te renforces parce que les gens valorisent chez toi, tu sais. Ouais. Mais les femmes, tu sais, qui vont... C'est pas que les hommes sont pas attirés par des femmes qui kickent des culs, mais ils vont avoir peur d'elles. Ils vont avoir l'impression qu'ils ont rien à leur offrir. Ils vont se sentir inférieurs, c'est ça. Oui, mais c'est pas qu'ils vont pas aimer se sentir inférieur, c'est qu'ils ont puis avec raison, ils ont le sentiment qu'ils doivent leur montrer leur supériorité pour être intéressants. Et c'est vrai la plupart du temps. Au sens où c'est pas juste eux qui inventent ça dans leur tête, là. C'est le cas, mettons, il y avait un gars sur mon terrain que... J'étais au Mexique, à Potrero Chico, puis il y a une autre place plus loin qui s'appelle El Salto, où les voies sont beaucoup plus dures. Donc, il y a un groupe de gens qui sont allés à El Salto, puis il y a un dude qui est revenu plus tôt que les autres, puis qui a dit « Ah, tel autre dude, il a séduit une Américaine dans la maison d'à côté. Puis là, il a dit « Ouais, moi, je grimpe pas assez fort pour causer des filles à El Salto. » Ah ouais? Ça en dit long. Oui, c'est ça. Parce qu'il grimpait moins fort que la plupart des filles qui étaient là. Et donc, quoi? Et donc, tu ne peux pas être intéressant. Tu peux pas grimper moins fort que la fille qui t'intéresse. C'est clair. Tu sais, moi, comme doctorante, là, depuis que je suis au doctorat, je me suis coupé 95% de la population. Parce que, ben, peut-être pas 95%, mais tu sais, j'ai le droit de dater deux sortes de gars. Soit des docteurs, des gens qui ont déjà des doctorats, ou des gens qui font complètement d'autres choses, tu sais, qui se valorisent pas du tout, mettons, par l'université ou quoi que ce soit, puis qui sont, tu sais, plus dans des sphères comme créatives ou manuelles. Mais je peux pas dater quelqu'un qui a juste une maîtrise, là. Jamais. Est-ce que tu penses que c'est normal? Mais non, mais c'est ça. Mais non, c'est ridicule. Puis après ça, comment tu penses qu'on peut switcher ça puis recréer... Parce que là, c'est des normes sociales qui sont tellement imprégnées dans notre tête depuis que le monde est monde, quasiment. Ben, je sais pas, c'est ça qui est dangereux. En fait, c'est quand on dit ça... Après, moi, je suis pas historienne ou anthropologue, là, mais tu sais, je suis sûre qu'on pourrait trouver des cultures où c'était pas nécessairement le cas. Nous, on se dit ça comme pour se justifier que ça a toujours été le même, mais en fait, on le sait pas, tu sais. Demandons à... Tu inviteras, tu trouveras un historien. ou une anthropologue, mais... Mais, tu sais, commencer par, comme, dénaturaliser, dans le fond, les gens qu'on trouve attirants. Tu sais, oui, tu peux questionner tes préférences comme romantiques ou sexuelles. Tu peux te demander... Ah, comment ça, tu sais, que je vais toujours vers ce genre de fille ou ce genre de gars, tu sais. Que, tu sais, ça adonne pas juste que c'est tes goûts, parce qu'on trouve des patterns dans les goûts des gens, tu sais, que justement, que les hommes, ils settle down. J'ai une amie qui a fait son doctorat en démographie, donc elle m'a dit, oui, encore aujourd'hui, les hommes settle down, donc ils vont vers quelqu'un qui a moins d'éducation, moins de revenus, sauf apparemment, ce qui est nouveau comme phénomène, c'est les hommes et les femmes qui sont au sommet de la hiérarchie sociale
eux, ils cherchent une autre personne qui est elle aussi au sommet de la hiérarchie sociale. Toutes les autres settle down. On a aussi beaucoup de données grâce à OkCupid qui rendait ces données publiques là, sur les discriminations raciales. Fait qu'on sait, par exemple, que les femmes les plus discriminées, c'est les femmes noires parce que être noir, c'est associé à la masculinité. Donc, au contraire, il y a des phénomènes de blanches, mettons, qui aiment les hommes noirs. Puis les hommes les plus discriminés, c'est les hommes asiatiques qui sont vus comme féminins. Alors qu'au contraire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des fantasmes de femmes asiatiques parce que c'est comme de l'hyper-féminité. Féminisation, féminité. Fait que, tu sais, on le sait, là, qu'il y a des patterns sociaux dans les préférences des gens. Donc, déjà, de commencer par... Oui, on peut se remettre en question. OK. Wow. Puis politiser nos préférences sexuelles puis romantiques. C'est possible. C'est très hot. Revenons à l'escalade. Oui! Non, mais c'est vraiment hot. Je t'avais dit qu'il faudrait que tu me ramènes. Non, mais c'est bien parfait. Puis moi, honnêtement, ce qui est le fun avec des podcasts, c'est que c'est pas... Tu vas pouvoir couper ma très longue explication. En fait, on va rien couper. Tous nos podcasts, en passant, sont tous raw. Il n'y a aucun podcast qui est modifié au montage. Puis moi, j'aime ça parce que ça permet justement de garder le flow de la conversation puis l'authenticité de ce qu'on parle pour que le monde il nous écoute. Puis, OK, fait que là, mettons qu'on revient à l'escalade. Ça serait quoi, selon toi, les premières pistes que des gens qui écoutent le podcast pourraient se dire pour essayer de changer cette... Parce que toi, dans le fond, si je comprends bien, ce que tu veux, entre guillemets, informer les gens, dénoncer, veut pas, c'est comme... C'est ce pattern-là qui est imprégné depuis on sait pas combien de temps, puis là, ça serait bien de changer cette façon de penser-là, puis ce pattern-là pour le futur en escalade. Ce serait quoi les premières étapes, selon toi, qui pourraient t'intéresser? Ça fait pas si longtemps qu'il y a ce pattern-là. Puis je pense que c'est bon de savoir aussi que l'escalade, ça a déjà été beaucoup plus mixte, en fait, à l'époque où l'escalade était très organisée autour des clubs, en fait. Tu sais, ces clubs-là, ils étaient très axés. Il était comme très démocratique, en fait, là. Fait que, c'était très axé sur l'initiation des débutants et débutantes. Puis à ce moment-là, il y avait plus de femmes. Puis quand c'est devenu plus axé sur la performance individuelle puis la prise de risque, avant, c'était plus axé sur la sécurité. Là, effectivement, tu sais, culturellement, on voit, même dans d'autres domaines que l'escalade, une grande association entre la masculinité puis le risque. Donc là, à partir des années 50, c'est devenu plus masculin. Puis il y a eu, à un moment donné... Dans les années 70, les femmes se sont mises à coloniser le monde du sport conventionnel, donc football, soccer, etc., tous les sports. Mais il y a eu comme une espèce de lag avant qu'elles rentrent dans le monde de l'escalade. Donc, on pourrait dire que ça fait quand même... Par exemple, il y a un autre sociologue qui a fait sa thèse sur l'escalade. Dans les années 70, il n'y avait pratiquement pas de femmes à ce moment-là. Donc... Je sais pas exactement, tu sais, quand est-ce que les gars ont recommencé à faire comme « Ah, en fait, ma blonde serait capable de faire de l'escalade, elle aussi. » Mais je dirais que, tu sais, à court terme, là, tu sais, ce qu'une fille, la meilleure chose qu'une fille peut faire pour progresser en escalade, en fait, c'est de pas grimper avec son chum. Mais tu sais, évidemment que je préférerais que les gens restent pas là parce que ça, c'est vraiment comme pratico-pratique demain, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleure en escalade, grimper avec ton chum. La deuxième chose, tu sais, si on veut aller plus loin, ça serait que quand les couples hétérosexuels grimpent ensemble, la plupart des couples hétérosexuels sont asymétriques en faveur des hommes, c'est-à-dire que les hommes sont plus expérimentés, plus forts, etc. Ça serait d'éviter la dynamique, ou essayer d'être conscient en fait de la dynamique de prise en charge qui a lieu dans les couples hétérosexuels. Donc, par exemple, j'ai peur, peux-tu aller chercher mes dégaines? Là, je me mets à pleurer, tu me rassures. C'est moi qui fais l'orientation au crack. Là, Fait que, c'est... Parce qu'il y a plein de petits trucs, en fait, que les gars font, puis qui sont pas nécessairement le fun. Genre, moi, vraquer ma corde, c'est pas, genre, ma partie préférée de l'escalade ou faire les rappels, tu sais. Il y a tout quoi de plus plate que faire plusieurs rappels de suite. Mais si c'est jamais moi qui s'en occupe, ben au final... Moi, je vais pas pouvoir l'idée au sens large, là, dans le sens si je vais faire un multi-pitch avec quelqu'un qui est moins expérimenté que moi,
Puis là, les deux, on va être comme, oh mon Dieu, Vu que tu vas comment toujours est-ce qu'on avoir gère été les... pris en charge, Oui, c'est mettons, ça. par l'homme, c'est ça, Exactement. dans Fait cette que même ces situation-là. petits trucs-là qui sont plates, dans le fond, c'est important de développer ces skills-là, tu sais. Ouais. Savoir lire un guidebook, savoir reconnaître des voix. Mhm. C'est plate, là. J'aime ça, chercher ma voix, là. Surtout quand il n'y a personne d'autre au crack, puis que là, je peux pas dire, toi, t'es dans quel, puis là, compter, mettons. Ouais. Tu sais, c'est long, là, mais ça fait partie de l'escalade, tu sais. Mhm. Si je veux être un être autonome, là, puis pouvoir amener mon ami moins expérimenté que moi, Ouais. ben il faut que je développe ces skills-là. Fait que, C'est tu sais, clair. dans un deuxième temps, ça, c'est l'étape 2. OK. Étape 3, là, on va plus loin. Ouais. Fait que étape 1, c'était essayer de grimper plus avec ton des chum. gens sans ton chum, exactement, ouais. Étape Ben 2... ça, il y a plein de filles qui le font par ouais, c'est ça. elles-mêmes. Ben, souvent... Qui ouais. se rendent compte, en fait, que ça devient comme un handicap. Ouais. Fait que Ok. ça, la plupart des gens sont capables d'atteindre l'étape 1. 1 tout seul. OK. Étape 2. L'étape Là, 2, c'était- c'était observer la dynamique de prise en charge puis essayer, tu sais, de la Ouais. contrer, De de la prendre part à neutraliser. ce processus-là de faire les actions. Tu sais, pas que ce soit, mettons, OK, non, moi, je fais tout, puis maintenant, toi, tu fais plus rien, mais on essaie de séparer un petit peu plus, puis tu montes. Oui, ou puis ça veut j'apprends pas à dire faire le des- régime de terreur. Non, je vais pas chercher des Je suis dégaines. une femme indépendante, je T'sais, fais il y a tout à des 100%. moments où t'es Ouais, comme, ah, exact, là, c'est j'ai ça. aucun fun, puis Ouais. tu sais, là, ça me tente pas d'utiliser ce petit clip pour Ouais. me rendre jusqu'en haut, c'est Faut bien se, correct. faut se respecter, t'sais. c'est ça, à travers Oui, ça. il y c'est a ça. un équilibre, là. Ouais. C'est juste que quand c'est systématiquement et jamais Mhm. questionné, tu sais, tu vas pas les développer, tes skills. Exact. Puis là, troisième Étape, ouais. là, on s'approche de la révolution. J'aime ça. Ouais, j'aime ça. Troisième étape, les filles, vous n'êtes pas obligés de dater des hommes qui vous sont supérieurs et vice-versa. Mhm. Les hommes, vous pouvez causer des femmes qui vous sont supérieures. Mhm. C'est Ouais. en fait, c'est développer une culture. En ce moment, on a une culture de la supériorité masculine. Mhm. Développer une culture hétéro dans laquelle c'est possible de célébrer la supériorité féminine. Mhm. Qu'une fille qui est vraiment bonne dans quelque chose, là, puis qui peut t'apprendre des choses, c'est hot. Puis t'as pas besoin de ramener ça à toi puis de faire comme, oh mon Dieu, je suis pas assez bon. Tu peux juste te dire, est-ce que ça va être hot, tout ce que je vais pouvoir apprendre avec cette fille-là, parce que nous, c'est ça qu'on fait. Moi, quand j'ai daté des gars qui étaient plus diplômés que moi ou qui avaient plus d'expérience militante que moi, là, je m'abreuvais Mhm. de leur... Jamais je me sentais inférieure. J'étais complètement concentrée à qu'est-ce que je pouvais tirer de ma relation avec eux. Mais Mhm. ça devrait être la même chose. Ouais. Tu sais, c'est pas normal, en fait, que ça soit vécu comme inconfortable d'apprendre des choses d'une femme. C'est clair. C'est pas normal. Ouais. Ben, Wow. c'est ça. L'étape 3, c'est la révolution. La révolution. Puis est-ce que tu penses qu'en ce moment, est-ce que tu penses que, mettons, depuis les dernières années, ça change un petit peu ou c'est encore archaïque, entre guillemets? Ben, ce que je dois dire, là, pour être, Ouais. tu sais, comme je veux être... comment dire? Je trouve pas le mot que je veux dire, puis il est pas compliqué. politiquement Ouais, correct, honnête. ouais. C'est que j'ai des femmes dans mes participantes, tu sais, qui étaient avec des hommes qui les dépassaient en escalade, mais à l'extérieur de l'escalade, c'était le contraire. Par Ok. exemple, tu sais, plus de diplômes, meilleurs revenus, Mhm. tu sais. Donc, oui, c'est... Ben visiblement, tu sais, bon, j'en ai pas 1000 non plus, là, mais Mhm. disons, je pense à 2 couples, tu sais, Ouais. qu'à l'extérieur de l'escalade, tu sais, qui sont asymétriques en faveur des femmes. Donc, visiblement, c'est possible. Puis il y avait même un troisième couple aussi avec, tu sais, une femme plus vieille, fait Ok. que 3, mettons. Fait que visiblement, il y en a, tu sais, il y a des gens qui... Et je veux dire, juste le fait qu'il y a plus de femmes en escalade, ça montre quand même une progression au niveau des normes de genre, Ouais. tu sais. Je vois aussi que, mettons, la force physique, c'est dans le milieu de l'escalade, Mhm. c'est plus considéré comme quelque chose de pas féminin. C'est vrai. Là, moi, ça paraît pas parce que j'ai un T-shirt, mais tu sais, j'hypertrophie vraiment vite. Ok. tu sais. Fait que là, j'ai comme des grosses épaules. Tu sais, les gens pensent que je vais aller faire des 5-12. En fait, Ouais. non, c'est juste que j'ai des gros muscles. Correct. Tu sais, je reçois tout le temps des compliments. Tu sais, Ouais. j'ai pas l'impression que les gars sont comme rebutés, là. Mhm. Tu sais, dans ce milieu-là, c'est vraiment valorisé, tu sais, d'être forte physiquement. Fait qu'il y a ce qui était pas le cas avant, tu sais. En dehors de Fait que- ça, c'est vrai. Puis en dehors du milieu de l'escalade, peut-être ça a moins bougé aussi, mais
Mais je pense que c'est important de souligner qu'il y a quand même... Tu sais, moi, je suis là pour faire la partie critique, tu sais, de qu'est-ce qu'il y a à améliorer, mais oui, il y a une évolution des normes de genre. Sinon, on ne serait pas passé de Peter Donnelly en 1970 fait son terrain et n'observe pratiquement aucune femme et dit « Ah, moi, je ne veux pas interviewer de femmes » parce que, oui, ils n'ont pas vraiment d'impact sur la culture. Il y en a pratiquement quasiment pas. Il y en a pratiquement pas, ils sont super marginales. Ah, moi, je vais faire mon terrain, puis il y a 30% de femmes. Il y a une évolution, puis il faut le souligner parce que sinon, ça ne servirait à rien, en fait, de faire de la critique sociale parce que là, on se dirait, ben, anyway, ça ne change jamais. Ouais. Fait que, tu sais, j'irais faire d'autres choses de ma vie là, que de faire un doctorat sur les normes de genre puis d'essayer de vulgariser mes résultats de recherche. Si le monde ne pouvait pas changer, le monde change, tu sais. Puis ça va en s'améliorant des fois. Des fois, il y a des reculs, comme on peut voir avec le droit à l'avortement aux États-Unis. Il peut y avoir des reculs. Puis, tu sais, quand il y a des gros mouvements sociaux, comme en ce moment, je pense que le féminisme, il y a le vent dans les voiles, je dirais. Il peut y avoir des backlash, puis il y a du monde qui se braque aussi. Là. Donc, il y a aussi, tu sais, des montées de mouvements masculinistes. J'ai vu ça dernièrement. Oui, c'est vrai. Oui. Ben, puis même chez les femmes elles-mêmes, là, comme aux États-Unis, avec comme le phénomène des tradwives. Tradwives? Oui, les tradwives. Trad comme dans le trad, là? C'est les femmes traditionnelles qui mettent de l'avant comme une féminité traditionnelle. Oui, ben ça, c'est un mouvement qui revient. Oui, j'ai vu ça. C'est sûr qu'il peut y avoir des backlash, mais mettons qu'on pense juste au monde de l'escalade. Oui, ça change. Puis pour le mieux. Et donc, c'est pour ça que ça vaut la peine de continuer comme à politiser les enjeux de genre parce qu'on a déjà commencé à les changer. Puis là, il faut continuer. Puis moi, tu sais, dans le fond, ce que j'apporte, là, dans le fond, comme connaissance, c'est comme la centralité des relations hétérosexuelles qui empêche, en fait, de continuer la progression parce que la culture hétéro célèbre la supériorité masculine. Puis que l'asymétrie qu'il y a dans la plupart des couples, puis le rôle de protecteur, en fait, qui est donné aux hommes, puis qui est vécu comme normal, il empêche la progression en escalade. Wow. On dirait que ce qui me montre, tu sais, là, tu as dit protecteur. On dirait que moi, le deuxième mot qui me vient en tête, c'est pourvoyeur, pourvoyeur. Tu sais, mettons. Oui, ça revient un peu au même. On dirait que moi, dans ma tête, tu sais, c'est ça. Ça me revient un peu à l'aspect comme biologique. C'est ça qu'on parlait tantôt. Moi, on dirait que j'aimerais ça qu'on parle de ça, tu sais. Oui? Mais c'est quoi l'aspect biologique? Ben, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, recul, il y a Puis là, c'est vraiment pas un statement que je dis c'est ça qui est ça. Là. C'est juste une idée qui me vient en tête. Mais j'ai l'impression qu'il y a, mettons, il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, c'était plus les hommes, exemple, qui allaient à la guerre, vu qu'ils étaient plus, entre guillemets, forts physiquement, puis ces choses-là. Puis, le rôle de pourvoyeur, puis de prendre les choses en charge. En tout cas, j'ai comme l'impression que ça peut être plus dans les gènes masculins, tu sais, que... c'est sûr que moi... On est au 21e siècle aussi, fait que c'est sûr que c'est différent d'il y a 2000 ans, tu sais, Ouais. Mais moi, mon rôle, tu sais, je vais... En fait, ironiquement, j'ai un bac en biologie. Ouais. Wow, OK, c'est cool! Mais mon rôle de sociologue, en fait, c'est... Moi, c'est pas mon travail, en fait, d'expliquer les différences naturelles entre les hommes et les femmes, puis je les connais pas, honnêtement. Tu sais, à part, évidemment, je sais que... Ben, en fait, c'est compliqué. En théorie, on dirait que une femme, c'est un humain femelle qui a deux chromosomes sexuels X, puis un homme, c'est un humain mâle qui a un chromosome X puis un chromosome Y, mais dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. Parce que y a des gens qui sont X rien, il y a des gens qui sont XX, Y. En fait, la nature n'est pas coupée en deux à la hache. Ça, c'est les humains qui font ça. C'est nous, on veut, dans notre culture, qu'on ait un monde qui soit parfaitement divisé en deux, mais la nature n'est pas parfaitement divisée en deux. Puis cette limite-là, on la frappe, mettons, justement, dans les Olympiques ou les compétitions qui sont ségrégées selon le genre. En fait, on est obligé de forcer la nature dans nos catégories sociales et ça cause toutes sortes de controverses. Donc, avant, on examinait les organes génitaux des gens. Là, maintenant, on ne fait plus ça parce qu'on trouve ça plus éthique, mettons, de te regarder entre les jambes avant que tu aies fait ta compétition.
Après, on a fait les tests génétiques. Maintenant, on fait la testostérone. Donc, au-delà d'un certain niveau de testostérone, tu peux pas compétitionner dans la catégorie femme, mais il y a des gens qui ont toujours vécu leur vie comme femmes, à qui on dit, ben toi, tu as trop de testostérone. Ah, Et si ouais. tu veux compétitionner dans la catégorie femme, il faudrait que tu prennes quelque chose pour baisser ta estrogènes, testostérone. genre, tu sais, Je sais tu pas peux- c'est ok, quoi tu peux le pas savoir. traitement, mais tu sais, c'est des gens qui n'ont pas de problème de santé, qui ont toujours vécu leur vie comme femmes, à qui on demande de faire un traitement pour continuer leur carrière d'athlète, mettons, et qui vont vivre des problèmes de santé à cause de ce traitement-là, alors qu'il y a plein d'autres gens qui ont des avantages génétiques. Il y a des pieds palmés qui font, je sais pas quoi, de la Autre que juste les natation, gènes ou le taux de de d'hormones, testostérone, puis on leur ouais. demande pas de se couper les pieds palmés, là, tu sais. Ouais. Fait que, dans le fond, nous, mettons, comme dans les sociétés occidentales, c'est qui sont binaires, on veut Ouais. qu'il y ait coupé à la hache en deux, homme-femme, mais ça, c'est pas la réalité de la nature. Puis après, par rapport à la... Là, je peux pas dire que j'ai comme d'histoire originelle sur l'origine du patriarcat. Ça se peut que, tu sais, la force physique ait joué, mais ce qui est bon à savoir, c'est que, dans le fond, les visions qu'on avait, mettons, de la préhistoire, par exemple, ils ont longtemps été influencés par le fait qu'il y avait juste des préhistoriens, puis il n'y avait pas de préhistoriennes. Fait qu'ils projetaient leur propre vision comme acritique du monde, c'est-à-dire comme, dans le fond, tu sais, quand tu étudies la préhistoire, tu as plein d'indices indirects, puis que tu es obligé de combler avec ton imagination, peu importe. Ouais. Fait qu'eux, vu qu'ils faisaient l'expérience du monde actuel comme normal, ils faisaient juste comme retro project. Ben, tu sais, aujourd'hui, les hommes sont les pourvoyeurs, c'est eux qui ramènent l'argent, et donc, à l'époque, les hommes devaient aller chasser les mammouths et les femmes restaient à la maison pour faire whatever, changer les couches. Puis quand il a commencé à avoir des préhistoriennes, là, ces récits-là ont commencé à être challengés, en fait. OK. Fait que c'est pas si vrai, en fait, de dire que les hommes ont toujours été les pourvoyeurs et ont toujours pris en charge. Une autre affaire aussi que je sais, c'est qu'au début du capitalisme, en fait, il y avait plus de femmes qui travaillaient dans les usines. OK. Puis qu'il y a eu des mobilisations pour essayer d'exclure les femmes du travail salarié parce qu'elles étaient déjà, le patriarcat existait déjà là, elles étaient déjà payées moins cher. Ouais. Puis ça faisait comme une espèce de compétition qui était comme pas illégitime, c'est pas ce que je veux dire, mais comme déloyale. Ouais, exact. Fait que les femmes étaient exclues des syndicats, les hommes se sont battus OK. pour ce qu'on appelle le salaire familial, donc avoir un salaire qui est assez élevé pour faire vivre toute la famille et pour les lois protectrices, protéger les femmes pour qu'elles ne puissent pas travailler de nuit puis qu'elles ne puissent pas travailler plus que 10 heures par jour. Fait que ça les a désavantagées dans plusieurs sphères de l'imprimerie. Les détails sont pas importants, mais ça les a désavantagées dans certaines sphères de travail. Fait que l'homme pourvoyeur, c'est quelque chose... C'est qu'on pense qu'il a toujours existé de façon naturelle, mais soit on fait une rétroprojection qu'on fait du monde actuel, ou des fois, ça a été le résultat aussi de conflits politiques, en fait, le rôle de l'homme pourvoyeur, tu sais. Wow. Et vraiment, ça dépendait des milieux aussi, tu sais. L'idéal de l'homme pourvoyeur, c'était un idéal qui était possible d'atteindre dans la classe moyenne, mais tu sais, dans les classes les plus pauvres, les femmes travaillaient, là. Ouais, exact. Il n'y avait pas le choix. Fait qu'il n'y avait pas d'homme pourvoyeur. Ouais. C'est vraiment intéressant, c'est cool. Maintenant, tantôt tu parlais, au début de la conversation, des formes de statut social à travers l'escalade. Oui. Tu sais, tu me disais, il y avait, mettons, la connaissance, la cote que tu grimpes, si tu as voyagé pour l'escalade, si tu grimpes dehors. Est-ce que tu as fait, dans ton étude, une genre de hiérarchie de ces choses-là? Puis si oui, es-tu capable de m'expliquer c'était quoi ce que les grimpeurs, entre guillemets, valorisaient? Oui, ben dans le fond, tu sais, en escalade, il y a l'espèce de lieu commun que, mettons, la cote que tu grimpes, c'est une combinaison de ta force, ta technique puis ton mental. Ouais. Puis à ça, moi, j'ajoute comme tes connaissances, tout ce qui est comme les systèmes de cordes et tout ça. Là. Je sais pas comment appeler ça. Les manips. Les manipulations de cordes, puis c'est ça. Ouais. Puis, ben, tu vois,
là, je suis pas encore 100% claire au niveau comme de mes catégorisations, mais moi, j'avais rajouté comme l'authenticité, mais dans le fond, l'authenticité est quasiment transversale à toutes ces catégories-là. Parce que, en fait, moi, ce que j'observe, c'est que, contrairement à ce à quoi je m'attendais, dans le fond, dans la littérature sur le sport, tu sais, on va comme distinguer les sports dits conventionnels, fait que, mettons, les sports d'équipe. Ton soccer, basketball, etc. Ouais. Avec les sports alternatifs. Dans les sports alternatifs, une des catégories de sports alternatifs, c'est les fameux sports de mode de vie. Fait que le surf, le skateboard, le snowboard. C'est vrai, ça. Et... Moi, ça qu'on en reparle après ça, des sports de mode de vie. Ouais, c'est intéressant. Mais ouais. C'est correct. Donc, là, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Est-ce que tu peux me rappeler ta question? Au niveau de la hiérarchie que les grimpeurs avaient, ouais. Dans le fond, moi, j'avais pensé à cause de cette division-là que les sociologues font que les grimpeurs et grimpeuses cherchaient... En sociologie, on dit que toutes les identités sont relationnelles. Fait que moi, je me définis comme femme, comme en relation aux hommes, comme contre... Dans le fond, ma féminité, c'est comme de la non-masculinité. Ouais. C'est le contraire de la masculinité. Ouais. Fait que je pensais que l'identité de grimpeur était construite contre les sportifs de sport conventionnels. Comme si l'opposé, comme homme-femme, mais masculin, l'opposé féminin, dans ma tête du grimpeur, c'était le dude ouais. qui joue au soccer, mettons. Ouais. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Les grimpeurs d'extérieur, ils définissent leur identité de vrais grimpeurs en opposition aux grimpeurs d'intérieur, qui sont en fait la menace. Dans le fond, vu que le sport se mainstreamise, ça non plus, il n'y a pas de bon mot en français pour ça. Oui, qui devient plus... Il devient de plus en plus populaire, puis il y a vraiment beaucoup de gens qui... Si je compare avec quand j'ai fait de la moulinette à Val-David en 2006, il y avait fucking personne. Là. J'ai même pas souvenir, pour vrai, de voir d'autres gens. Jamais. J'ai passé l'été à faire ça. Fait qu'il y a de plus en plus de gens. Puis dans le fond, plus il y a de gens, moins cette sous-culture-là est exclusive. Puis l'exclusivité, c'est ça qui fait qu'il y a un gros payoff au niveau identitaire. Si tu es une petite gang de gens vraiment marginaux qui font toutes la même affaire puis qui se ressemblent full, tu as un fort sentiment d'identité à ce groupe-là. Plus il y a du monde, plus ça dilue ton sentiment d'identité, plus tu vas te sentir comme perdu. Dans le fond, tu as moins comme un groupe d'appartenance de gens comme toi. Fait que tous les nouveaux grimpeurs et les nouvelles grimpeuses qui envahissent c'est comme ça que c'est vécu, là, qui envahissent les crags, c'est menaçant pour le payoff identitaire. Dans le fond, de ce groupe-là de gens différents qui mènent un mode de vie qui est différent. Parce qu'ils ont l'impression de se diluer, pas dans leur identité à travers tout ça. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu, là, justement, en allant grimper à Val-David, puis qu'il y avait 1 milliard de personnes, puis qu'il y avait des gens... je vais le dire en toute transparence, là, que j'identifiais comme des douchebags de Laval. Je me sentais pas parmi les miens, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire. Puis, bref. Donc, l'authenticité, dans le fond, c'est le fait d'être un vrai grimpeur d'extérieur. Puis ça traverse, dans le fond, les autres... L'importance qui est donnée à chacune des autres choses qui te fait monter ou descendre en hiérarchie. Puis identitaire, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est que être un bon grimpeur, donc, il faut que tu sois fort, il faut que tu aies une bonne technique, il faut que tu aies une bonne tête, puis il faut que tu connaisses tes manips. OK? Que tu puisses grimper dehors, voyager pour l'escalade, etc. Si ça peut se rajouter. Dans le fond, si tu veux te distinguer, dans le fond, puis monter dans la hiérarchie de l'authenticité, ben la force, c'est le moins important, en fait. Okay. Parce que c'est très facile de devenir fort en t'entraînant à l'intérieur. Puis quand tu transitionnes à l'extérieur, il y a un petit temps d'adaptation, mais c'est pas si long. Tu peux kicker des culs rapidement, même si tu es un kid de groupe de compétition. C'est vrai. Dans le fond, les deux qui sont le plus importants, là, c'est ton mental, puis tes connaissances de tes manips. C'est tout ce que tu sais faire, dans le fond, ton bagage de connaissances. Parce que ça, c'est les deux qui sont les plus durs à acquérir à l'intérieur, puis c'est comme ça que tu vas te distinguer. OK. Fait que c'est ça favorise le plus ton haut statut. C'est pour ça que dans les cas des couples où la femme est plus forte physiquement, mais que l'homme il a plus de connaissances techniques et un meilleur head game,
c'est lui qui va quand même être comme supérieur d'une certaine façon. Puis à l'inverse, si exemple, là, c'est là j'imagine que tu as découvert que même si la femme était meilleure techniquement dans ses manipulations, mais que l'homme était plus fort physiquement dans sa grimpe, là, à ce moment-là... Ça, c'était un vrai couple non conventionnel, selon moi, mais tu sais... Ça arrivait une fois sur 1000, mettons, là. C'était rare. Ben, il y en a juste un ou deux, là. C'est les deux exemples que j'ai donnés tantôt. C'est fou, ça, pareil. Auxquels j'ai pu penser, sinon ça arrive presque jamais, oui. Exact, c'est ça, c'est clair. 3, peut-être. Je connaissais une fille aussi qui savait faire un peu de trad, puis le dos, non. Mais tu sais, je les ai pas vus grimper ensemble, ou tu sais, je sais pas, multi-pitch ou tout ça. OK. Ouais. OK. Ah ouais. Oui, ça, c'est extrêmement rare. Ouais. C'est le unicorn. Qui a plus peur. Un dos qui a peur qu'une fille qui a une meilleure tête, là. C'est rare. Ben, tu n'as pas vu dans tes exemples de... trouvé, ouais. OK. Wow. De quoi qu'on parlait avant, que je voulais qu'on avait mis une parenthèse? Tu m'as dit les sports de mode de vie. Oui, exact. J'aimerais ça qu'on parle de ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant, puis c'est la première fois que j'entends parler de ça, que quelqu'un met un mot, dans le fond, là-dessus. Oui, sur cette expérience-là. Ouais. Puis maintenant que tu en parles, je suis comme crime, c'est vrai que il y a certains sports, tu sais, le skate, le surf, tu sais, l'escalade, que c'est des sports de mode de vie. Puis comment tu caractérises ça un petit peu, un sport de mode de vie versus des sports plus conventionnels? Ben dans le fond, c'est pas tous les sports qui sont tellement prenants, en fait, que tu décides de réorganiser toute ta vie autour. Donc, ben c'est vraiment la seule différence, là, c'est le fait que, dans le fond, le sport devient central à l'organisation des autres sports de vie, autant, c'est tout le temps libre, mais en plus, c'est ça, le lieu où tu habites, où est-ce que tu vas en vacances, c'est qui tes amis, ton travail, combien d'heures de travail tu fais par semaine. Fait que, tu sais, c'est vraiment, ça devient comme le principe organisateur de ton existence. Tu sais, je sais pas, après, ça dépend, mais tu sais, la plupart des gens, mettons, pas un sport que beaucoup de gens font, là. Tu sais, quand je faisais du CrossFit, là, j'allais pas faire des voyages de CrossFit. Juste aller au gym, mettons, aller... Mais il y en a peut-être, là, des gens qui deviennent vraiment, vraiment intenses, puis que ça devient... Mais c'est moins systématique. Tu sais, en escalade, c'est quand même un phénomène très courant que les gens commencent à faire de l'escalade et deviennent fous. Oui, exact. Ben là, après ça, ils décident de, je m'achète une van, j'essaie de voyager. Exact. Je veux avoir, tu sais, je veux... mes week-ends sont basés sur l'escalade. J'ai mon abonnement. D'où le phénomène, d'où la centralité du couple. Parce que dans le fond, si tu réorganises toute ta vie, mettons que tu es un dude, là, puis tu réorganises... En fait, avant, là, ce qui est vraiment intéressant de savoir, c'est que dans la recherche de Peter Donnelly, qui est l'autre chercheur qui a fait sa thèse sur l'escalade dans les années 70, ils allaient souvent justifier expliquer le fait qu'un homme avait quitté la sous-culture en disant « Ah, sa blonde ou sa femme veut plus qu'il grimpe. Et c'est ça qui arrive quand les femmes font pas partie de la sous-culture, c'est que tu as cette contrainte-là qui reste. C'est fait que, dans le fond, rentrer ton couple dans ton mode de vie, tu fais tomber la dernière barrière. Là. Mettons que tu as tout réorganisé, tu es déménagé proche d'un crag ou tu vis dans ta van puis tu fais un travail à distance ou saisonnier ou peu importe. Tu sais, la dernière barrière que tu peux faire tomber, c'est que tu n'as plus à faire de compromis dans ton temps parce que tu vas grimper avec ta blonde. Tous tes amis sont des grimpeurs. Tu sais, la seule affaire qui te limite, c'est quand il pleut. Là. Exact. Tu sais, fait que... Puis, tu sais, je peux pas dire que les hommes initient les femmes à l'escalade juste pour pas avoir à faire de compromis avec elles. Là. Je pense qu'il y a un désir comme authentique de partager comme une vision du monde. Tu sais, souvent, ça, je le sais parce qu'en fait, il y a des hommes qui m'ont dit, quand je leur demandais « Ah, pourquoi cette personne-là t'intéressait? » Ils me disaient des trucs du genre « Ah, elle est aventurière. » Ou si je leur demandais qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu recherches chez une femme, j'aime les filles qui sont game, qui aiment les nouvelles expériences, qui aiment faire du plein air. Je ne cherchais pas nécessairement une fille qui faisait de l'escalade.
sais, ils voulaient pouvoir partager un mode de vie de plein air, puis d'aventure, puis de voyage, puis d'expérimentation. C'est vrai. Fait que je pense qu'il aurait été prête même à faire d'autres activités avec elle. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme une approche à la vie, là. Ouais. Mais il y a un peu des deux. Il y a aussi des... Tu sais, il y a aussi parfois... C'est ça, un truc qui est plus comme utilitaire. Ouais. Tu vas venir avec mon crack, tu vas m'assurer dans mes projets. Tu sais, qui est même des fois exploitatif. C'est ça, ouais. Puis, dernière petite question que je voulais te poser qui me monte. Depuis tantôt, on parle beaucoup des dynamiques hommes-femmes, hétérosexuels, etc. Comment tu vois tout ça par rapport aux personnes qui peuvent s'identifier comme non-binaires? Ouais. Ben, en fait, il y avait deux personnes non-binaires ou trois personnes non-binaires sur mon terrain. OK. Puis, en fait, moi, ce que j'ai observé, c'est que ces gens-là, ils allaient souvent être rebinarisés, si on veut, d'une certaine façon, par les autres. Fait qu'il y avait comme certaines personnes qui allaient comme respecter la façon dont ils s'identifiaient, mais il y a des personnes qui allaient comme les recatégoriser, soit comme hommes, soit comme femmes. Fait que je dirais que pour l'instant, le monde de l'escalade que j'observe, il est encore très binaire. Malgré ce mouvement-là qui est plus récent aussi, de mouvement de gens qui décident en fait finalement de opt-out là, du système binaire. Puis les gens vont le faire de façon plus ou moins politique. Il y a vraiment des gens qui le font parce qu'ils s'inscrivent contre les dynamiques dont on parle puis qui ne veulent pas participer à ça. Puis il y a des gens que c'est vraiment plus pour un espèce de... C'est toujours politique, mais dans un spectre, là, mais que c'est vraiment plus pour eux, puis se sentir en paix avec qui ils sont. Fait qu'il peut y avoir comme plus ou moins de critiques sociales, puis plus ou moins de démarches comme individuelles là-dedans. Mais moi, en fait, toutes les personnes queer, donc pas juste les personnes non-binaires, mais les personnes bisexuelles, homosexuelles, c'est vraiment ça qui a le plus participé à me faire comprendre les dynamiques dont j'ai parlé aujourd'hui, parce que c'est vraiment des gens à travers qui j'ai pu les regarder de l'extérieur. OK. Puis qui avaient comme un regard plus... c'est ça, mettons, tu sais, j'ai une participante qui avait toujours daté des femmes jusqu'à temps qu'elle soit introduite à l'escalade par son chum. OK. Puis, tu sais, elle avait plus un regard critique sur ça, sur les dynamiques, tu sais, parce que pour elle, elles n'étaient pas vécues comme normales et naturelles, parce qu'elle avait toujours vécu elle n'avait jamais vécu ces dynamiques-là avant. Pour elle, tu sais, Fait que c'était frappant pour elle, ça, les enjeux de pouvoir qu'il y avait entre eux, puis le fait que, tu sais, c'était lui qui avait toutes les connaissances, tout ça. Fait qu'à travers ses yeux, moi, je pouvais regarder ces choses-là. Ah ouais, puis en même temps, ça confirmait un petit peu ce que, tu sais, dans le sens que... Ben, ça faisait ressortir, en fait, la norme. C'est ça. Le fait de voir, d'entendre l'expérience de gens pour qui ça, c'est pas la norme. C'est pas leur norme. Ben, ça fait ressortir la norme. En fait, puis je pense que c'est important de le souligner, en sociologie, il y a paradoxalement, il y a très peu de gens qui étudient la norme. Donc, par exemple, donc pendant longtemps, en sociologie, c'était juste des hommes qui faisaient de la socio. Donc, eux, ils décrivaient le monde à travers leurs yeux masculins, mettons. Là, les femmes sont rentrées en socio, puis ils ont commencé à vouloir étudier les femmes parce que les hommes ne s'intéressaient pas aux femmes. Ça a été vraiment long avant qu'on étudie les hommes comme êtres genrés particuliers. Puis qu'on retourne, dans le fond, la particularité. Puis qu'on fasse, non, mais vous aussi, les hommes, vous êtes particuliers en tant qu'hommes, puis qu'on commence à faire des études de la masculinité dans les années 90. Puis là, il y a un encore plus long lag avant qu'on étudie les hétéros en tant qu'hétéros. Fait que pendant longtemps, on a étudié les couples, on étudiait juste les hétéros, mais on disait pas que c'était le cas. On disait qu'on étudiait les couples, les dynamiques de couple. Là, à un moment donné, on était comme, ah, ben non, il y a des gens qui sont homosexuels puis bisexuels qui sont comme tellement particuliers. Là, on les a étudiés, tu sais, pour pas les invisibiliser. Puis là, maintenant, mais c'est vraiment parcellaire, en fait, qu'on commence à faire, non, mais les hétéros, eux, comment ils vivent leur vie comme hétéros, comme forme d'orientation qui est particulière. Puis j'espère que j'ai réussi à faire ressortir ça, le fait qu'en fait, c'est bizarre à être hétéro. Tu sais, ou la façon dont nous, les hétéros, mais je suis même quasi...
sais, on décide de vivre notre vie, tu sais. Ouais. C'est particulier qu'on se dise « Ah... » Ben surtout pour les féministes, là, je pense, en particulier, de se dire comme « OK, les gens qui sont dans le groupe dominant, là, moi, le but de ma vie, ça va être de m'associer à quelqu'un, tu sais, dans l'intimité qui fait partie de ce groupe-là, dont j'essaie d'arracher les privilèges. En Ouais. fait, c'est vraiment Ça va particulier. loin. Ouais. Tu sais, il n'y a pas d'autres relations de pouvoir où c'est comme une règle, mettons, de s'unir à quelqu'un du groupe dominant, tu sais. Comme si chaque employé devait se trouver un boss Ouais. à dater, tu sais. Ouais. Fait que... Je me suis perdue dans ma réponse. J'adore tu ça. vas devoir Non. me ramener à nouveau. Non, mais c'est bien correct. Oui, fait que c'est nouveau qu'il y a très peu d'études sur le vitro. C'est Ok. ça que je voulais dire, en fait. Je Ouais. l'ai déjà dit. Ouais, puis Fait est-ce que dans les prochaines années, est-ce que toi, t'aimerais ça poursuivre là-dedans, faire Est-ce d'autres... que je vais faire un post-doctorat? Ouais, ou quelque chose, tu sais. J'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je sois sociologue? Ouais, ben je sais pas trop, là. Déjà, c'est tellement drainant faire le doctorat. Je sais pas. En fait, j'ai pas d'ambition. Je sais pas. J'ai pas Ok. de plan, pour être À honnête. suivre. Ouais, à À suivre. suivre. Ouais. Crime. Mais écoute, ben, je suis vraiment content, pour vrai, qu'on a eu Ouais, moi aussi. cette discussion-là. T'as-tu quelque chose que tu veux passer comme message à notre communauté avant qu'on termine? Mais ça a passé tellement vite, là. Je pense que ça fait 1h20 qu'on parle, là. ok. C'est fou. On est vraiment Ben, rentré je dans pense que une... j'aime bien la révolution en Ouais. 3 étapes faciles, là. Je pense qu'on devrait faire un petit mime avec ça. Ouais, ben c'est vrai que c'est vraiment hot. Ouais, je pense que mon message était là. OK. Ouais. Puis what's next pour toi? En escalade? What's Ben là, next pour toi? en fait, par c'est un là-dessus? peu paradoxal quand tu étudies ton hobby parce que pour me reposer, je vais faire ce que j'aurais fait si j'étais allée sur mon terrain de recherche. Fait que là, je prends une pause. En tout cas, je vais voir comment j'arrive à mettre mon cerveau sur pause, mais je m'en vais, en fait, dans moins de 2 semaines, je Ok. m'en vais avec ma petite vanne Ah ouais? à l'aventure. Ouais. OK. Principalement pour me reposer, en fait. J'ai Pas pour faire de surtout- l'escalade? Ben ou- oui, là. OK. Mais la chose dont j'ai le plus envie, c'est bizarre, là, mais c'est d'aller me parker dans la forêt puis de dormir. Ah ouais, c'est correct. C'est correct. Ouais, fait que je suis rendue Dans là. quel coin? Ben, dans le fond, ça va dépendre de la météo, mais mettons, dans l'idéal, je ferais les Gunks, Seneca, où je suis jamais allée, qui Ok. est en Virginie occidentale, New River Gorge, Red River Gorge, puis après, peut-être visiter genre la Louisiane pour le fun, puis après Wow. ça, je vais aller au Mexique. C'est un genre de un C'est tout mois, ça. un Ah mois non, de je pars voyage. pour l'hiver. OK. Oui, je suis en L'hiver, on est crise, au mois de là. septembre, au Je moment fais où pas c'est ça à la légère. Ouais, exact, c'est ça. Non, ouais, ben, c'est ça. C'est toute une aventure, faire une ethnographie. Ouais, j'imagine. Fait c'est que, clair. on dirait que là, j'ai besoin de me reposer en faisant la même chose Ouais, que j'aurais exact, fait c'est pour ça, mon c'est ça. ethnographie. Ah, good. Ben écoute, c'est sûr que je vais aller lire l'étude. Ouais. Le 21 pages, là, c'est sûr que Ouais. je vais aller C'est un lire. brouillon Ça info, c'est OK. important de le garder en tête. Quelqu'un Ok. l'a partagé sur Reddit comme Ok. si c'était un article fini, puis je me suis OK. fait là, mais détruire. Ouais. C'était très dur pour l'estime On de va soi. aussi le mettre dans la barre de description là, pour les gens Ah, ouais. qui veulent aller Ouais, le ouais, regarder. je Je suis pense que ça ouverte aux serait vraiment commentaires. cool. Là. Constructif. OK. Exemple d'un commentaire non constructif, de Ouais. dire une autre étude que j'aurais dû faire. Ça fait pas partie. Hey. Pas le droit de dire ça. Je vais pas refaire un deuxième doctorat au cas où vous vous demandiez avec un Ah non. autre sujet d'étude. Mais merci à toi. Merci d'avoir été là. Puis, Merci de m'avoir permis de sortir le méchant. ben oui, c'est correct. On partage la bonne ou les moins bonnes nouvelles Oui. ou on partage des sujets qui méritent d'avoir soit du changement, du mouvement Oui. ou de la progression. Fait que Voilà. merci à toi. Merci. Yeah! I can't help a friend, then I remember what I meant for. It's so simple.